Alors voilà, moi je m'appelle Carla Nagels, je travaille à la faculté de droit et de criminologie de l'ULB, mais je suis sociologue et criminologue et non juriste, donc mon propos ne va pas du tout aborder la question juridique évidemment de l'obligation vaccinale, et je pars en fait du principe que mon intervention porte en réalité sur la possibilité d'augmenter le taux de vaccination, non sur la pertinence de cette augmentation, ce qui ne relève évidemment pas de ma compétence puisque je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis ni virologue ni médecin. Alors, mon intervention se structure en plusieurs points. Mon texte est disponible pour les parlementaires et un ensemble de références y sont également introduites. Alors, plusieurs points. Premier point, qui a le plus souffert de la COVID. Deuxième point, qui a le plus souffert des différentes mesures mises en place pour lutter contre la COVID. Troisième point qui nous intéresse évidemment plus largement dans ce débat-ci, qui sont les vaccinés et qui sont les non-vaccinés et pourquoi ces derniers ne se font-ils pas vacciner. Et puis, quatrième point pour conclure, quelles sont les différentes stratégies pour augmenter, selon moi, le taux de vaccination et quels sont potentiellement leurs inconvénients respectifs. Donc, premier point, allons-y. Qui a le plus souffert du Covid? Alors, je tiens quand même à préciser qu'ici, la majorité des études qui portent sur ce point traitent surtout de la première vague, parce que la communauté scientifique a du temps, a besoin de temps pour travailler et surtout pour publier et se faire reconnaître par ses pairs. Donc, c'est plutôt la première vague qui est traitée ici. Et donc, sans conteste, les personnes qui ont le plus souffert du Covid, de la Covid, c'est les personnes âgées de plus de 65 ans. Mais parmi celles-là, le facteur socio-économique est un facteur extrêmement discriminant, puisque la surmortalité qui est liée au Covid a bien plus touché les revenus les plus bas que les personnes qui ont des plus hauts revenus. Pour vous donner quelques chiffres, eh bien, cette surmortalité est de 326 pour 100 000 personnes pour les revenus les plus bas, alors qu'elle n'est que de 131 pour 100 000 personnes pour les revenus les plus hauts. Alors évidemment, ce facteur discriminant n'est pas du tout nouveau, vous le savez en tant que membre de la commission santé, mais la différence de mortalité liée à la crise Covid a quand même accentué cette discrimination. Alors, cette tendance se marque également, évidemment, géographiquement, puisque ce sont les communes les plus pauvres qui ont enregistré un taux de surmortalité le plus élevé. Alors, parmi les personnes âgées, le niveau d'éducation et l'origine ethnique sont aussi des facteurs qui discriminent, et c'est vrai dans tous les pays de l'OCDE. Enfin, une autre catégorie qui doit quand même être mentionnée et qui concerne une catégorie d'âge plus jeune, les 40-64 ans, il y a clairement une surmortalité parmi certaines catégories socio-professionnelles, et ça concerne essentiellement évidemment les professionnels des soins de santé et des services sociaux. Deuxième point, qui a le plus souffert des mesures de lutte contre la COVID? Alors ici aussi, sans surprise, évidemment, le statut socio-économique est à nouveau un facteur hautement discriminant, puisque les classes populaires ont plus que les autres perdu leur emploi ou se sont retrouvés en contact direct avec le virus, puisqu'ils exerçaient plus que les autres des métiers essentiels. Alors, le secteur de l'économie informelle, qui représente quand même 14% du marché de l'emploi en Europe de l'Ouest, a été complètement laminé. Et évidemment, les classes populaires ont aussi plus que les autres été impactées par les mesures de confinement, subissant des conditions de vie qui sont en réalité peu propices avec le respect des mesures sanitaires. Alors, parmi ces classes populaires, il est clair que les franges les plus marginalisées ont été les plus touchées. Les sans-abri, les sans-papiers, les prostituées, les prisonniers, etc. Deux autres catégories sociales semblent plus que les autres touchées par ces mesures sanitaires. Ce sont les femmes et les jeunes. Ceci se vérifie également dans la littérature internationale scientifique. Alors, toutes ces catégories rapportent de surcroît, plus que les autres, des effets totalement désastreux en matière de santé mentale.
Ainsi, par exemple, en Belgique, en mars 2021, en plein deuxième confinement, la prévalence de la dépression était entre 30 et 80 plus élevée parmi les jeunes qu'avant la Covid. C'est confirmé par un ensemble d'études en population générale qui ciblent les jeunes de manière particulière et les étudiants. Alors, en termes de statut socio-professionnel aussi, le personnel soignant et dans une moindre mesure les travailleurs sociaux rapportent plus que les autres professions des problèmes de stress, d'anxiété, de dépression et d'épuisement. Troisième point, qui sont les non-vaccinés et pourquoi ne se vaccinent-ils pas? Alors, quelques constats généraux. D'abord, le profil sociologique des non-vaccinés. Alors, sans surprise, les personnes âgées sont nettement plus enclines à se faire vacciner de manière générale, et c'est encore plus vrai pour le vaccin Covid, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'elles ont plus à risque de développer des formes graves de la maladie. Les personnes avec un faible niveau d'éducation sont plus méfiantes vis-à-vis du vaccin, enfin des vaccins en général, avec une différence moins marquée pour la Covid, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'elles ont une perception de leur santé et de leur corps qui est plus distante de la médecine que celle avec un niveau d'éducation plus élevé. Les ouvriers, indépendants, chômeurs sont nettement plus méfiants que les salariés, les retraités et les étudiants. Les personnes des minorités ethniques sont aussi plus méfiantes envers les vaccins en général et particulièrement envers celui du Covid, ce qui peut s'expliquer de nouveau par le fait qu'elles ont moins confiance dans le système de santé et les professionnels de santé, j'y reviendrai. Autre constat quand même important, les femmes sont moins enclines à se faire vacciner de manière générale, mais c'est surtout plus vrai pour les vaccins Covid et c'est particulièrement notoire pour les femmes de 25 à 35 ans, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'elles estiment ne pas avoir assez de recul face aux produits et craignent des effets secondaires à long terme sur la grossesse de leurs futurs enfants. Il existe évidemment des différences significatives entre régions et quartiers. En France, les zones rurales sont moins vaccinées que les zones urbaines. En Belgique, la région bruxelloise, comme vous le savez, est moins vaccinée que les deux autres régions. Et à l'intérieur de celle-ci, ce sont bien les quartiers formant le croissant pauvre de Bruxelles qui ont le taux de vaccination le plus bas. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces zones et quartiers sont à une plus grande distance des institutions en général et des soins de santé en particulier. Deuxième point, comment expliquer la méfiance envers les vaccins Covid? Alors, les raisons individuelles les plus invoquées pour ne pas se faire vacciner sont la sécurité accordée aux vaccins, le peu de recul que l'on a puisqu'ils ont été développés et commercialisés en un temps record en comparaison avec d'autres vaccins, et plus généralement, le manque de confiance dans les firmes pharmaceutiques, voire dans les autorités de santé. La variable explicative la plus pertinente qui est relevée par toutes les enquêtes, autant en Belgique qu'à l'étranger, semble pourtant être le manque de confiance qu'ont les non-vaccinés dans l'action du gouvernement, ce qui peut s'expliquer par le fait que ce soit l'acteur principal de la stratégie de vaccination et que son attitude face à la dangerosité du virus, puis face à la vaccination, a changé radicalement en fonction de la période pandémique. Alors, s'il est vrai que la majorité des non-vaccinés sont issus des classes populaires, vivant dans des quartiers déshérités, ceux-ci peuvent néanmoins aussi avoir un profil sociologique différent. En atteste le fait qu'à Bruxelles, le taux de vaccination peut être plus bas dans certaines communes aisées que dans certains quartiers pauvres d'autres grandes villes. Alors, certains chercheurs nous invitent à distinguer au moins deux profils sociologiques très différents de non-vaccinés. Ceux qui sont méfiants envers la médecine et les vaccins en général, qui sont en général plus pauvres, isolés et peu éduqués, et ceux qui sont contre certains vaccins en particulier, qui sont plutôt des femmes d'âge intermédiaire, avec un revenu et une éducation plus élevés que la moyenne. Ce deuxième profil
a surtout émergé à partir des années 90 et la mise en doute du bénéfice de certains types de vaccins contre l'hépatite B ou le papillomavirus. Ce profil-là se renseigne en général auprès de son médecin traitant pour savoir s'il doit se faire vacciner et s'il doit faire vacciner ses enfants. Et on ne peut donc pas l'associer à un profil anti-science. Une enquête menée en 2014 en France métropolitaine auprès de médecins généralistes montre d'ailleurs qu'un quart d'entre eux estiment que certains vaccins sont inutiles et qu'un tiers estime que les adjuvants posent des complications à long terme. Tenter de comprendre les motivations qui animent ces deux profils est absolument nécessaire pour réfléchir sérieusement à la stratégie choisie pour augmenter le taux de vaccination. Le profil plutôt aisé, qui refuse la vaccination contre la COVID-19, témoigne de la diffusion de ce qu'on pourrait appeler un santéisme dans notre société. Les individus sont de plus en plus poussés à devenir autonomes et responsables, à gérer eux-mêmes, à partir des informations expertes disponibles, leur vie et leur santé. Cette injonction à responsabiliser les patients est la mieux suivie par les personnes dotées d'un capital culturel, social et économique important. Mais cet investissement personnel dans les décisions de santé peut paradoxalement amener à prendre des distances avec les injonctions des autorités sanitaires dans la mesure où ces nouveaux entrepreneurs de leur propre santé peuvent fonder leurs choix sur d'autres sources d'informations. Dans le cas de la COVID, il est évident que la nouveauté du virus, la nouveauté du vaccin, le fait qu'il ne protège pas entièrement contre les contaminations et le développement de la maladie, le fait que l'on soit déjà aujourd'hui à une 4e dose pour les personnes les plus vulnérables, ne fait qu'alimenter les controverses et n'incline pas ce profil-là à se faire vacciner. Quant au profil majoritaire, celui issu des classes populaires, il peut s'appréhender à travers la théorie de l'aliénation, développée en sociologie du risque. Cette théorie postule en réalité que dans la société moderne avancée dans laquelle nous vivons et qui est de plus en plus complexe, notre vie quotidienne est en réalité de plus en plus dépendante de systèmes d'expertise distants, ce qui crée un désenchâssement des relations sociales qui alimente un sentiment d'aliénation parmi les classes populaires qui subissent de plein fouet les risques d'incertitude qui sont liés à cette complexification du monde. Elles sont les plus vulnérables en termes économiques, en termes écologiques, en termes sociaux, etc. Les jeunes Molenbeekois non vaccinés qui ont été interrogés par Renaud Mas, et je vous invite à lire son article, ne racontent en réalité pas autre chose. Ils expriment une réelle défiance envers le gouvernement et disent, je les cite, « Ils nous ont enfermés et laissés crever en faisant référence au confinement et maintenant ils voudraient qu'on bouge. » Et envers les institutions aussi, les hôpitaux qui discriminent et escroquent les patients selon leur vécu et leur dire, les mutuelles car ils ne sont pas en ordre de cotisation pour la plupart, le partage des données qui pourrait les amener à devoir par exemple régulariser des impayés. Ils ont l'habitude de reporter des soins de santé, n'ont pas de médecin généraliste et recourent en cas d'absolue nécessité aux urgences. En réalité, ils sont dans un processus de désaffiliation sociale extrêmement abouti, qui prend ses racines dans un ensemble d'expériences sociales douloureuses. Relégation scolaire, exclusion du marché de l'emploi, contrôle des précaires, mépris social, qui ont été renforcés par l'épreuve du confinement, qu'ils ont vécu de manière extrêmement brutale. Par ailleurs, les discours stigmatisants dont ils ont fait l'objet, eux, leurs familles, leurs quartiers, pendant toute la pandémie, incidence du virus dans les quartiers populaires, non-respect des mesures sanitaires et maintenant refus de la vaccination, contribuent à alimenter leur sentiment qu'ils n'ont aucune place dans la société, que ce sont en réalité des inutiles au monde. L'enjeu est de taille, car ils sont évidemment nettement plus perméables aux discours négatifs à leur égard qu'aux discours plus nuancés, par ailleurs peu publicisés.
La théorie de la stigmatisation d'Erving Goffman, qui date des années 50-60 et qui est extrêmement bien connue en sociologie de la déviance et en criminologie, montre qu'à force de stigmatiser quelqu'un, c'est-à-dire de lui assigner une étiquette qui a fait l'objet d'une disqualification sociale, il finit par se comporter comme tel. Il vaut mieux avoir une identité sociale négative que pas d'identité sociale du tout. Or, les discours des institutions n'ont eu de cesse depuis plusieurs mois de stigmatiser les non-vaccinés en les traitant d'égoïstes, d'irresponsables, de complotistes. Et les discours ont été suivis d'actes, puisque des politiques discriminatoires ont bel et bien été mises en place avec l'instauration du Covid Safety Kit. Ces politiques ont vraisemblablement plutôt renforcé les non-vaccinés dans leur résistance à la vaccination que l'inverse. Entre autres, le peu de vaccination supplémentaire depuis l'instauration de cette mesure dans notre pays. Les différents baromètres de motivation qui ont été menés depuis le début de la pandémie permettent de voir que la population de manière générale et les vaccinés et non vaccinés en particulier se positionnent sur différents sujets et comment ces positions évoluent dans le temps. Premièrement, la population de moins en moins que l'approche choisie résoudre le problème, tant chez les vaccinés, même si des différences importantes existent entre les deux populations, 42% pour les vaccinés versus 84% vaccinés. La confiance dans le gouvernement baisse également de manière linéaire pour atteindre son niveau le plus bas, tant chez les vaccinés que chez les non-vaccinés, pour atteindre respectivement 67% et 97% des personnes vaccinées et non vaccinées qui ne font pas confiance au gouvernement en janvier 2022. Deuxième enseignement, les acteurs dans lesquels la population a confiance pour contrôler la pandémie restent les acteurs de première ligne, les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers. La confiance dans les experts, nettement plus élevée que la confiance dans le gouvernement, a aussi tendance à diminuer légèrement chez les vaccinés, alors qu'elle a toujours été basse chez les non-vaccinés. Troisième enseignement, tant les vaccinés que les non-vaccinés estiment qu'il faut augmenter la capacité hospitalière et le personnel soignant. Quatrième enseignement, si en septembre 2021, 70% des vaccinés pensaient que le CST servait à protéger la population contre les situations à haut risque de contamination, ils ne sont plus que 50% à le penser en novembre 2021. Les non-vaccinés n'y ont jamais cru. Tous estiment, et de plus en plus, que cette mesure, ou le pass vaccinal, s'apparente à une obligation vaccinale déguisée, 87% des vaccinés, 98% des non-vaccinés, et crée des tensions et des conflits, 85% pour les vaccinés, 99% pour les non-vaccinés. Cinquième enseignement, en janvier 2022, 40% des vaccinés sont contre une obligation vaccinale, 98% des non-vaccinés la rejettent. Sixième enseignement, les non-vaccinés ont un sentiment d'autonomie de moins en moins fort, estiment que leurs relations sociales. Madame Nagels, on ne vous entend plus. Votre micro a été coupé apparemment. Ok, là normalement ça doit être bon. Je recommence. Sixième enseignement, les non-vaccinés ont un sentiment d'autonomie de moins en moins fort, estiment que leurs relations sociales sont entravées et se sentent de plus en plus exclus des groupes auxquels ils aimeraient appartenir. Les écarts se sont creusés la dernière année entre vaccinés et non-vaccinés, et surtout les jeunes semblent en souffrir. Si les vaccinés paraissent de plus en plus se questionner sur le bien fondé de la gestion de l'épidémie, les non-vaccinés radicalisent leur position avec le temps et semblent se sentir de plus en plus exclus de la vie sociale, ce qui confirme le processus de stigmatisation en cours. Alors, quatrième point, les différentes stratégies et leurs avantages et inconvénients respectifs. L'obligation vaccinale. Je pars donc du principe que l'idée ici, c'est d'augmenter le taux de vaccination.
Si la vaccination obligatoire aurait le mérite de mettre fin à une discrimination légale durement vécue par les non-vaccinés, ça ne veut pas encore dire qu'elle les motiverait à se faire vacciner pour autant. Les criminologues savent bien que ce n'est pas parce qu'une loi est votée que pour autant elle est mise en œuvre et surtout respectée par la population. La mise en œuvre de cette loi risque d'être fastidieuse, d'autant plus si elle ne s'adresse qu'aux adultes. Rappelons quand même que le vaccin obligatoire concerne surtout la petite enfance et est régulé par les services tels que l'ONE. Et on se rappellera que la majorité des non-vaccinés entretient un rapport distancié, voire carrément négatif avec les institutions. Si des sanctions sont assorties au non-respect de la loi, encore faut-il qu'elles n'accentuent pas le processus de désaffiliation sociale et de stigmatisation. Quant au pass vaccinal ou au CST, qui pour moi sont en réalité relativement similaires, à la lecture des différents baromètres de la motivation, il apparaît que la population, tant les vaccinés que les non-vaccinés, estime qu'il s'agit en réalité d'une obligation vaccinale déguisée qui crée des tensions et des conflits sociaux qui n'ont pas lieu d'être. Par ailleurs, il ne peut que renforcer la stigmatisation des non-vaccinés, qui est contre-productive en termes d'augmentation de la couverture vaccinale. À mon sens, afin d'augmenter la couverture vaccinale, il me semble que la meilleure stratégie serait d'investir dans une médecine de première ligne, celle en qui les citoyens disent avoir le plus confiance. Dans les quartiers populaires où des structures médicales de proximité sont implantées de longue date, les taux de vaccination sont nettement plus élevés. C'est évidemment une stratégie à long terme, mais à mon sens, c'est la seule qui permettrait d'augmenter le taux de vaccination et qui permettrait par ailleurs aussi à cette population souvent fragilisée de se ressentir un minimum pris en considération par les institutions et clairement, peut-être, on peut l'espérer, à commencer un chemin inverse vers une réaffiliation sociale. Je vous remercie. Oui, alors je tiens évidemment à remercier les parlementaires pour les questions. Je ne vais pas répondre à chaque question individuellement, mais je vais reprendre la trame générale des questions. Et d'abord intervenir, parce que le terme m'a appelé sur la carte blanche que j'avais écrite et qui, je pense, d'avoir été désignée comme experte. Je n'étais évidemment pas experte Covid, je ne l'étais pas, mais j'étais experte en matière de stigmatisation. Et cette carte blanche, je l'ai écrite juste parce que je voulais juste montrer que les non-vaccinés ne pouvaient pas être tenus responsables du fait que la pandémie dans laquelle on se trouvait depuis maintenant 2 ans et demi perdurait. Donc, c'était mon objectif. Alors, évidemment, cette carte blanche m'a valu un ensemble de réactions, entre autres de médecins, qui me montraient que oui, j'avais bien raison, mais que, évidemment, si les non-vaccinés qui se retrouvaient à l'hôpital s'étaient fait vacciner, on aurait évidemment beaucoup moins de personnes à l'hôpital. Ce qui est évidemment tout à fait exact, ce que je ne remets pas du tout en question. Par contre, ce type d'argumentaire m'a quand même posé quelques, je dirais, questions philosophiques, parce que je me disais qu'on était quand même dans un état social qui avait décidé qu'un ensemble de conduites pour lesquelles il mettait quand même en garde les citoyens, en estimant que c'était des conduites qui n'allaient pas en faveur de leur santé. Je pense à la malbouffe, je pense aux gens qui fument, je pense aux gens qui boivent démesurément, avaient quand même droit de se faire soigner, même s'ils n'avaient pas respecté, entre guillemets, les mesures préventives dont ils avaient été, j'irais, euh, j'imagine comme tout le monde, relativement au courant. Donc je trouve que c'est dangereux, c'est une dérive qui vraisemblablement, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, que le fait qu'on décide que parce que certaines personnes ne se vaccinent pas, ils n'ont dès lors pas droit à se faire soigner, me semble un faux débat. Par contre, ici, comme vous l'avez remarqué, mon intervention portait vraiment et uniquement
sur, ben, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes qui ne sont pas vaccinées. Et on estime en Belgique qu'il y a 1 million d'adultes qui ne sont pas vaccinés et qui devraient l'être. Donc, c'est bien plus que les 50 000 personnes que nous croisons euh, à intervalles réguliers tous les dimanches et qui se disent opposés au CST, opposés parfois à la vaccination, opposés à la restriction de liberté, etc. Donc, je pense que ce 1 million de personnes, enfin, les 50 000 qui défilent ne peuvent pas être ne peuvent pas être tenues comme représentatives des personnes qui ne sont pas vaccinées. D'ailleurs, majoritairement, les profils non vaccinés sont quand même des profils qui viennent des classes populaires et non pas des classes aisées. Donc, moi, mon intervention ici, elle ne portait juste que sur le fait, mais comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que les personnes rentrent dans un processus de vaccination. D'où différentes optiques. Vous êtes en train de débattre de l'obligation vaccinale et en réalité, le fait de m'être penchée sur cette question maintenant depuis 10 jours de manière intensive, toutes les études ont l'air de démontrer que même quand les vaccins sont obligatoires, ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde est vacciné. On estime à 3 à 8% de la population qui résiste à la vaccination obligatoire et qui ne se fait dès lors pas vacciner. Et ça ne semble pas poser des problèmes essentiels au niveau épidémiologique. Bon, soit. La question est comment fait-on pour faire vacciner des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ou comment les amène-t-on à un processus de vaccination. Et je vous avoue que les différentes lectures que j'ai pu faire pendant ces 10 derniers jours me confortent assez fort sur le fait que montrer du doigt, stigmatiser la population non vaccinée, non seulement par un ensemble de discours politiques, voire scientifiques, mais aussi par des mesures restrictives de circulation dans certains lieux, dans certains espaces, ne me semble en tous les cas pas la bonne manière de procéder et me semble avoir plus, vraisemblablement plus que ce que je ne pensais même, eu l'effet inverse. Et que dans les différentes enquêtes qui sont menées, donc je vous parlais de la recherche publiée par Renaud Maass en septembre dans la revue Nouvelle, mais il se fait que Renaud Maass a continué sa recherche. Il n'est pas au bout de son rapport de recherche qui sera publié que fin février, mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui. Et donc, il a un échantillon évidemment beaucoup plus large de jeunes interrogés, pas seulement sur Molenbeek, mais aussi sur Forêt. Et ce qu'il constate, c'est deux nouvelles choses. Première chose, c'est qu'à Forêt, les jeunes sont plus vaccinés qu'à Molenbeek et qu'ils parlent assez ouvertement d'une d'une maison médicale de proximité où ils vont depuis qu'ils sont nés et en qui ils ont confiance. Donc, d'où l'intérêt, je pense vraiment, de réinvestir clairement la première ligne, et pas spécialement que les citoyens qui sont éloignés des services de santé se rapprochent des services de santé, mais plus les services se rapprochent des citoyens qui en sont éloignés. Je pense que c'est important de faire le chemin et de ne pas penser qu'on va amener des personnes qui n'ont aucun contact médical depuis bien longtemps, dans des moments de crise. Ils ont en général affaire des services d'urgence, qui par définition sont des services d'urgence et pas de médecine de proximité, ne vont pas avoir confiance de fait en quelqu'un qui les convoque pour une expertise médicale. Donc je pense réellement qu'il est un et ça traverse bien plus que le débat sur la vaccination obligatoire. Je sais que pour le moment, vous êtes aussi en commission santé dans les débats sur le numerus clausus, etc., etc. Je pense en effet qu'on a un problème en Belgique de médecins généralistes, de médecins qui en effet sont des médecins en proximité avec la population, qui les connaissent, qui ont entretenu des liens étroits avec elle
et qui donc pourraient être des bons ambassadeurs, me semble-t-il, de vaccination. Ça pourrait être évidemment, comme une des parlementaires le suggérait, peut-être bien d'autres types de professionnels, comme des assistants sociaux, comme des professionnels qui œuvrent dans d'autres secteurs, mais il me semble quand même que la question médicale nécessite quelque part un investissement dans des médecins qui, en effet, œuvrent sur les terrains et travaillent à proximité des populations fragilisées. Alors, évidemment, la question qui m'a été posée et que je trouve extrêmement intéressante sur mais quelle est la solution alors avec cet autre profil de non-vaccinés, c'est-à-dire les vaccinés qui viennent plutôt des milieux favorisés et qui ont pris leur renseignement et qui ont fait un choix éclairé de non-vaccination, que l'on peut estimer, entre guillemets, aller à l'encontre de l'intérêt général et dont on estime qu'il va, en tout cas, dans le sens de ce qu'eux estiment devoir faire. Je dirais que je n'ai pas de réponse. Je pense que ces personnes, comme d'autres profils d'ailleurs, ont vécu une stigmatisation importante ces derniers mois et que ces personnes ne se sentent tenues et dans ce qu'ils ont amené comme argument, hein, entendable ou pas entendable, et en tous les cas, comme pour défendre la position qu'ils prennent de ne pas se faire vacciner. Les personnes qui choisissent d'autres modes euh, de, de protection, ce sont souvent des qui, plus que les autres, respectent les mesures de distance et le port du masque. Ce sont des personnes qui font des actions entre guillemets de prévention, qui essayent de renforcer leur système immunitaire, etc., etc. Je n'ai pas d'avis sur la pertinence de ces actes-là, mais j'ai un avis sur le fait que je pense que ces personnes-là aussi ont vécu depuis des mois une stigmatisation importante qui ne fait que les pousser à continuer à adopter ce type de position. Alors évidemment, je vais être d'accord avec Monsieur Torf, c'est évidemment très facile en tant qu'académique de dire tout ce qui ne fonctionne pas et tout ce qui ne s'est pas bien passé. Et c'est bien plus difficile d'apporter des solutions auxquelles vous êtes amené à devoir répondre. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas être à votre place. Mais je vous avoue que, à part vous dire que je pense que si vous voulez éviter dans le futur, puisque c'était une question qui était aussi posée, quelles mesures pour le futur, c'est-à-dire si on a une nouvelle pandémie Covid, et moi je rajouterais même si on a une nouvelle pandémie de autre chose, etc., etc., je pense que cette pandémie nous a quand même aussi amené à devoir réfléchir sur nos choix de vie qu'on fait, etc., sur le fait que ce sera vraisemblablement pas la dernière à laquelle on va être confronté. Et je pense donc justement qu'un investissement assez poussé dans une médecine de proximité serait en effet, même pour l'avenir et surtout pour l'avenir, un plan tout à fait jouable et qui mériterait ou qui serait vraisemblablement nettement plus porteur qu'une obligation vaccinale qui, je le répète, je ne suis pas contre une obligation vaccinale dans le sens où j'estime que à tout le moins, ça mettrait fin à une discrimination légale entre des citoyens qui ne sont pas obligés de se vacciner, mais s'ils ne se vaccinent pas, ils ne peuvent pas faire un ensemble de choses comme les autres citoyens vaccinés. Donc, je ne suis pas contre cette obligation vaccinale. Je pense juste qu'il faut vraiment réfléchir à comment il y a moyen de la mettre en œuvre. Et là, je serais plus sceptique parce que je pense que si l'obligation vaccinale ne porte que sur des adultes, et non sur des enfants. Comme je le disais, je pense que comme tout le monde ici, enfin, si vous avez des enfants, et vous en avez vraisemblablement aussi, mais quelque part, ces questions ne se sont jamais posées à nous. C'est-à-dire que quand notre enfant est né, il s'est fait vacciner au bout de son 3e mois et c'était assez normal. C'était dans un processus qui était suivi par l'ONE, etc. Je pense qu'avec les adultes qui sont plus loin d'institutions contrôlantes, je dirais, hein, l'obligation vaccinale risque d'être nettement plus difficile à mettre en œuvre. Et là aussi, de nouveau,
si cette obligation vaccinale est accompagnée de sanctions, c'est-à-dire, je pense en tant que criminologue, que quand on oblige quelqu'un ou un citoyen à faire quelque chose, mais par définition, quand il ne le fait pas, eh bien, on a sorti une sanction à ce fait, à ce geste-là, eh bien, ces sanctions vont devoir être réfléchies de telle sorte à ce qu'elles ne créent pas plus de stigmatisation et de désaffiliation sociale. Alors, si vous choisissez la voie des sanctions pécuniaires, que ce soit une voie administrative ou pénale, eh bien, elle risque vraisemblablement de mettre, de faire plus de mal, je dirais, que de bien. Parce que il y a énormément de citoyens, peut-être que je vous l'apprends, mais il y a énormément de citoyens qui ne payent pas leur amende, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et pour autant qui continuent quand même à utiliser leur voiture, qui continuent quand même à faire les choses qu'ils ne peuvent pas faire, etc., etc. Donc, moi, je dirais que, en principe, je ne suis pas contre l'obligation vaccinale. Par contre, je ne vois pas très bien comment vous allez la rendre opérationnelle et opérationnalisable. Quant à la stigmatisation possible des vaccinés, cette fois, hein, donc question qui m'a été posée aussi, qu'est-ce que je pense si les parlementaires décident tout compte fait de ne rien faire ou de faire quelque chose? Est-ce que les vaccinés, les personnes vaccinées se sentiraient alors elles-mêmes stigmatisées, ou en tous les cas dans un processus de stigmatisation? Mais moi, je pense que la majorité des citoyens qui se sont fait vacciner l'ont fait d'abord pour eux, pour se protéger eux et pour protéger les autres. Et donc, je pense que ce débat n'a pas vraiment à avoir lieu, surtout que même parmi la population vaccinée interrogée, cette population est quand même très sensible au fait que les mesures qui sont actuellement en vigueur créent des tensions et des conflits sociaux importants et qu'ils estiment que ces conflits sociaux et ces tensions n'ont pas lieu d'être. Donc, je pense qu'il faut quand même, dans les baromètres de motivation qui sont depuis le début de la pandémie et qui sont un outil quand même relativement précieux avec des innombrables rapports, puisqu'on en est déjà au rapport 39, je pense. Euh, eh bien, c'est ce baromètre, comme son nom l'indique, montre bien que un ensemble de citoyens, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, estiment que un ensemble de mesures n'ont pas lieu d'être et qu'en tous les cas, diviser la société de telle sorte, euh, vaccinés et non vaccinés, ne leur convient pas. Évidemment, sur la plus le vaccin pour tout le monde. Et là, je répète juste ce que je viens de dire. Je ne suis pas contre le principe. Je pense que c'est une belle ou une bonne manière, en effet, pour l'État d'assurer la protection des personnes fragiles qui vivent en son sein, mais je me demande quelles sont les possibilités de faisabilité de cette vaccination obligatoire. Et je me pose plutôt des questions autour de cette question-là. Voilà, je vous remercie pour vos questions.